tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 58. 58 comme le film culte, 58 minutes pour vivre. Avec Bruce Willis, sorti en 1990, il succède au cultissime Piège de cristal et précède le non moins culte Une journée en enfer, à regarder sans modération. Au sommaire de l'émission ce soir, la polémique enfle suite aux récentes décisions du gouvernement israélien sur la Judée-Samarie. Israël risque-t-il un isolement diplomatique? Le jeu en vaut-il la chandelle? Débat dans quelques minutes. Causeur consacre sa dernière une à la très sensible affaire Al-Dura. Pourquoi ce choix 25 ans après les faits? Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction du magazine, répondra à mes questions lors de l'interview du Tac au Tac. Alain Soral, Olivier Faure et la France Insoumise, des soldats indonésiens à Gaza et une nouvelle agression antisémite à Paris. Rendez-vous à 21h30 pour le tour de l'info. Détruire le régime iranien, il n'y a pas d'autre solution. Cette phrase signée Bezalel Smotrich introduira le second débat de l'émission. Enfin, Julien Assal nous a promis une carte blanche spéciale. A-t-il tenu sa promesse hier soir? Surprise en fin d'émission. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 58, en compagnie de David Ben Ishai. Bonsoir David, Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, super, merci. Hier soir, vous avez enfilé le costume d'animateur pour une visioconférence sur le thème Israël vers une intensification de l'offensive contre la démocratie. Tout à fait. Tout s'est bien passé, David? Très bien. C'était une très belle soirée. Je voudrais juste rappeler que c'est une initiative de JCAL, La Paix Maintenant, les démocrates mobilisés, bien sûr, et le collectif pour la démocratie israélienne. C'est la première séance d'une série de Zoom qu'on va faire sur la question de la démocratie israélienne, et évidemment jusqu'aux élections, avec des thèmes comme le messianisme, avec des thèmes comme le monde orthodoxe, avec des thèmes... Et donc, on va, comme ça, jalonner l'année jusqu'aux élections sur des thématiques pour interpeller le public libéral, que ce soit en Israël et que ce soit en France ou en Belgique, pour qu'ils viennent voter. Et si vous êtes intéressé, évidemment, on suivra ça avec vous, David Ben Ishai, tout au long de cette campagne qui s'annonce aussi passionnante que violente, on imagine, en Israël. En face de vous, Samuel Lévy. Bonsoir Samuel, Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. De votre côté, vous n'avez pas animé de conférence, mais vous avez accueilli le député Yossi Taïeb dans votre belle ville de Bnei Brak. Pourquoi? Expliquez-nous. Ouais. Tout simplement, voilà, parce que vous savez On voit les images. Vous savez que j'ai rejoint l'équipe municipale de la ville de Bnei Brak, où là-bas, je suis un peu coordinateur pour tout ce qui est les sujets des francophones. Et on a de très nombreux projets avec Yossi Taïeb, avec l'équipe de la mairie en place. Et voilà, on a pu aborder tous ces projets. On a peut-être même une surprise, je vous fais ici un petit scoop, un projet d'Alia de groupe dans le nouveau quartier de Bnei Brak qui est en train de se monter dans le quartier nord de Bnei Brak. Et on est en train de développer tout ça, de mettre en place tout ça pour pouvoir préparer enfin une belle et Alia réussie pour un public francophone, religieux, qui souhaite venir s'installer en Israël. Merci beaucoup, Samuel. Et à Paris, je suis heureux de retrouver Barbara Lefebvre. Bonsoir, Barbara. Bonsoir, Raphaël. Barbara, connaissez-vous 3 noms de joueurs du Paris Saint-Germain? Alors, vous n'êtes pas candidate à la mairie de Paris, mais j'imagine que vous avez vu que Sarah Knafo, candidate, n'a pas su répondre à cette question. Et je vous avoue que ça me passionne plus que le pass Navigo. Alors, Barbara, 3 noms de joueurs du Paris Saint-Germain? Absolument pas, ça ne m'intéresse pas. L'équipe de quoi? De Paris Saint-Germain? Paris-Qatar Saint-Germain, vous voulez dire? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous avez réussi à faire rire tout le plateau. C'est très bien. Ici, à Tel Aviv. Merci. Et à vos côtés, Ross. Bonsoir, Ross. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien, et vous-même? Ça va, Ross? Alors, Ross, j'ai vu passer cette information sur votre compte Instagram qui, je vous l'avoue, est pour moi une source d'inspiration infinie. Regardez ça. Une ex-candidate Rassemblement National, âgée de 76 ans, a épousé un Tunisien sous OQTF de 35 ans. Malgré les obstacles, près d'1 an après son union, le couple espère célébrer ce premier anniversaire de mariage ensemble. C'est de la presse locale, évidemment. Rost, c'est beau l'amour.
Vous voyez comme quoi l'amour n'a pas de frontières et ça brise même le Front National et le RN. Et puis bon, quand il s'agit d'anatomie, je crois que parfois on oublie les convictions de rejet des autres. Mais bon, non, c'était une petite... voilà. Non, mais c'était assez drôle. C'est quand même de voir quelqu'un du RN qui se marie avec quelqu'un sous OQTF. Comme quoi... La haine des autres ne sert absolument à rien. Voilà. Et découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question, l'instrumentalisation du 7 octobre par la gauche israélienne est-elle nauséabonde? Vous êtes d'accord à 90% avec Julien Audoul. Et à la question, soutenez-vous les dernières mesures du gouvernement israélien en Judée-Samarie? Vous êtes d'accord à 85% avec David Antonelli. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. Les critiques contre Israël se multiplient à l'international après les annonces de mesures renforçant considérablement son contrôle sur la Judée-Samarie. Les États-Unis ne condamnent pas officiellement, mais un responsable américain a réitéré l'opposition de Donald Trump à, je cite, l'annexion de ce territoire par Israël. Ces condamnations ont inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé 7 questions aux débatteurs du soir. Judée-Samarie, le jeu du gouvernement israélien en vaut-il la chandelle? Samuel Lévy a répondu oui et David Ben Ishai a répondu non. SAS Débat saison 1, épisode 58, face à face numéro 1, c'est parti. Samuel, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. David, vous connaissez le principe, vous êtes un habitué. Vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Ouais. On est prêt en régie? Allez. Samuel, c'est à vous. Vous savez, Raphaël, la Judée-Samarie, ce n'est pas un caprice politique, mais c'est le cœur battant de notre histoire. Chaque fois qu'Israël a reculé, le terrorisme, lui, a avancé. Et ça n'a jamais été l'inverse. Vous savez, quand on recule, c'est le Hamas et le djihad qui, malheureusement, avancent. Alors, Oslo, Gaza, le Liban, à chaque retrait, ça produit plus de terrorisme et jamais moins. Ce gouvernement, lui, il ne joue pas. Il assume la réalité qui est sécuritaire. Et la sécurité, elle ne se négocie pas dans les salons diplomatiques, vous le savez, elle se construit sur le terrain. Alors ce soir, ici, si on acceptait cela, ça serait renoncer et mettre Tel Aviv ainsi que Jérusalem sous le feu des roquettes du Hamas. Et pour ça, c'est inacceptable. Alors le peuple juif, il n'est pas revenu sur sa terre pour s'excuser, mais bien pour la protéger. Et oui, ce choix, il a un prix, et ce prix, on est prêt à le payer. Et la Torah, vous savez, Raphaël, elle nous ordonne de « Ubacharta Bachaim » et tu choisiras la vie. Et nous, on a choisi la souveraineté pour la vie. Merci beaucoup, Samuel. David Ben Ishai, c'est à vous. Bon, il n'y a qu'un seul mot à dire, même un concept, c'est l'anachronisme. Et un seul mot à dire, c'est les accords d'Abraham. Aujourd'hui, on sait pertinemment que les réactions ne sont pas la France, l'Australie ou quoi que ce soit. Les réactions fondamentales, c'est évidemment notre allié principal, les États-Unis. Et puis d'autre part, les pays qui sont liés à nous par les accords d'Abraham et ceux qui sont susceptibles de les rejoindre. Il y a quelques semaines, les Émirats arabes unis, qui sont nos alliés dans le cadre de l'accord d'Abraham, disaient que c'est une ligne rouge. Donc, on peut comprendre et concevoir ce qu'on veut sur la Judée-Samarie. Mais en attendant, il y a une réalité géopolitique, il y a des accords, on est dans une situation de conflit imminent avec l'Iran. Autant que les gens qui nous sont proches restent proches de nous et que pour le reste, ça se voit dans un temps un peu plus apaisé. Donc anachronisme, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire les choses au moment où il faut les faire. Maintenant, je rappelle juste pour la petite histoire, c'est que l'extrême droite nous a toujours entraînés, et on l'a vu douloureusement avec les otages, dans des décisions qui sont idéologiques et qui ne se font pas face à la réalité et à la géopolitique. Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils ont rendez-vous tout de suite sur le compte Instagram d'I24 News en français pour voter. Les résultats seront communiqués demain au début de l'émission. Barbara Lefebvre, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec l'argumentation de Samuel Lévy ou celle de David Ben Ishai? Écoutez, je crois que le plus important, c'est, après le 7 octobre, d'avoir tiré aussi un certain nombre de leçons d'ordre sécuritaire. Il est absolument hors de question que la Cisjordanie devienne le repère des terroristes du Hamas qui vont utiliser l'effondrement de l'autorité palestinienne qui peine toujours à se réformer, en dépit des millions et des millions
d'euros que l'Union européenne déverse, dont la France d'ailleurs, donc avec l'argent de Nicolas. Vous connaissez Nicolas qui paie. Donc pour l'instant, on ne voit pas les effets de cet argent qui déferle sur l'autorité palestinienne. Le Hamas se renforce en Cisjordanie. Il est hors de question qu'Israël se permette d'avoir à sa frontière des forces aussi agressives. Et il n'est pas question que le tiers du quart de la moitié d'un 7 octobre reprenne et se renforce en Cisjordanie. Après, la question des implantations, c'est un autre sujet. Moi, je suis pour que, évidemment, toutes les mesures sécuritaires qui doivent être prises soient prises. Et si ça doit aller avec un verrouillage plus strict, eh bien, il faut le faire. Et tous les jours, le Shin Bet découvre des groupes terroristes, financés d'ailleurs largement par des Libanais, notamment, des infiltrés libanais, qui viennent donner des financements et des armes à des terroristes du Hamas qui sont réfugiés en Cisjordanie. Donc non, il faut faire quelque chose pour les contenir et éviter qu'ils n'arrivent en Israël. Rost, regardez la réaction de la France. La France condamne fermement les récentes décisions du cabinet de sécurité israélien visant à étendre le contrôle d'Israël sur la Cisjordanie, notamment sur les zones A et B. Réaction à la hauteur, Rost, selon vous ? Vous savez, je vais vous dire, moi je suis toujours choqué de voir que toutes les instances internationales sont impuissantes à chaque fois que ce gouvernement d'extrême droite messianique déploie son plan, déploie ses plans et qu'ils essayent à chaque fois d'élargir justement et d'aller coloniser les autres territoires. Vous parlez de la question des implantations qui ne sont évidemment, on dit si on ne peut pas changer les choses, on change les mots, et vous appelez ça les implantations qui ne sont rien d'autre que des colonies. Et donc, à partir de ce moment-là, vous savez, quand vous voulez aller vers la paix, ce n'est pas comme ça qu'on construit les choses. Il parlait de la question du terrorisme. Mais la question du terrorisme, est-ce que vous vous êtes réellement posé... Le jour où vous arrêterez d'être dans des dogmes et dans vos fantasmes qui sont dictés par, soi-disant, comme disait une des intervenantes l'autre jour, par la Bible, quand vous réagirez autrement, vous verrez qu'on trouvera des solutions pour commencer à construire autre chose. Parce que ça, plus vous faites ça, plus vous radicalisez les gens et plus vous créez le terrorisme. Et en plus de ça, vous retournez le reste du monde contre vous. Mais oui, mais c'est toute notre faute. C'est exactement ce que vous êtes. Vous nous avez sorti tous les principes. La droite, l'extrême droite, le messianisme. S'il y a du terrorisme, c'est à cause des Juifs. C'est pas des implantations, c'est des colonies. Vous n'allez pas sortir. Je n'ai pas dit ça. On est là, on est en Israël, c'est notre terre, on va pas s'excuser. Vous savez, on n'a rien à attendre. On n'a rien à attendre. Ici, c'est exactement ce que vous avez dit. On n'a rien à attendre des institutions internationales. On a vu de quel côté elles étaient avec les femmes violées. On a vu de quel côté de quel côté elles étaient avec les enfants martyrisés. On a vu de quel côté elles étaient le 7 octobre. Et vous savez, quand on a des reporters comme Francesca Albanese qui viennent nous sortir que le problème de l'humanité, c'est Israël et que Israël est l'ennemi de l'humanité, vous savez, les instances internationales, on n'a rien qu'à faire. David Benichai. Non, mais j'ai l'impression que ce débat, il est parti dans une direction qui ne correspond pas du tout à la question. Ah, il remet la casquette d'animateur, allez. Non. Je voudrais juste préciser une chose pour Barbara. La question de la sécurité, elle est au cœur de nos préoccupations, qu'on soit à droite, à gauche ou au centre. Donc la question de la sécurité ne se pose pas. Et si on doit continuer à avoir des assassinats ciblés, si on doit continuer à intervenir pour prévenir toute organisation terroriste de faire des attentats, on le fera. Et on ne se gênera pas pour le faire, et je le dis ici, même en tant qu'homme de gauche. Donc la question n'est pas là. La question est de savoir... Comment vous faites quand vous n'êtes pas sur le terrain ? La question est de savoir dans quelle mesure, il y a la sécurité, il y a la guerre, il y a les affrontements, et il y a la politique, et il y a la géopolitique. Et aujourd'hui, avec l'extrême droite, on fait n'importe quoi. David, arrêtez. Vous devrez les remercier, tous ceux qui habitent justement en Judée et Samarie, parce que ils s'en vont. Vous avez vu les résultats ? Ce sont eux. Solde négatif en Cisjordanie. Solde négatif. Oui, le solde aussi est négatif. Oui, solde négatif. Les gens s'en vont. Ce sont eux le vrai bouclier d'Israël, parce que s'il n'y avait pas s'ils n'habitaient pas là-bas, les attentats auraient lieu à Tel Aviv. Et je vais vous dire, 40% des soldats qui sont morts lors de la guerre proviennent de ces implantations. Barbara Lefebvre, j'aimerais rebondir sur quelque chose, des mots qui ont été prononcés par David Benichai lors de sa minute. Il a parlé des accords d'Abraham et il a parlé des réactions des pays signataires des accords d'Abraham. Mais pour le moment, au-delà de communiquer, co-signer avec d'autres pays musulmans,
les actions du gouvernement israélien en place depuis fin 2022, début 2023, n'ont pas poussé les Émirats arabes unis, le Maroc, le Bahreïn et d'autres pays à quitter les accords d'Abraham. Pour l'instant, c'est comme la France et d'autres pays. On se contente de mots. Et ils ne quitteront pas. Mais ils ne quitteront pas les accords d'Abraham. Voilà, Barbara, j'aimerais vous entendre sur ça, Barbara. Mais non, mais bien sûr que non, ils ne les quitteront pas. D'abord parce que je pense qu'il y a des sous-jacents à ces accords qui sont bien plus profonds que simplement des serrages de main devant des caméras. Et nous sommes tous frères. On n'est pas tous frères, on le sait très bien. En géopolitique, il n'y a pas de frères, il n'y a que des éventuels alliés ou voire des ennemis de demain. Donc les Israéliens le savent, les Saoudiens aussi. Il y a un intérêt aussi aujourd'hui à essayer de stabiliser une région sur laquelle il y a énormément de tensions. On y reviendra tout à l'heure. Ces tensions, elles sont principalement dues pour l'instant à l'Iran. Et il va s'agir aujourd'hui effectivement de s'allier. Et les accords d'Abraham servent à ça aussi. C'est-à-dire à faire monter en puissance l'énergie collective pour se débarrasser de la pieuvre et de la tête de la pieuvre. Donc quand on verra d'ailleurs la situation des accords d'Abraham, une fois que l'Iran sera libéré de son régime oppresseur, et vous verrez que l'Iran sera d'ailleurs sans doute un des grands partenaires d'Israël. Et je pense que oui, la paix de demain, elle se construira comme ça. Et les accords d'Abraham, comme, excusez-moi, pendant toute la guerre qui s'est déroulée pendant 2 ans et demi, vous n'avez pas entendu un seul pays arabe des accords d'Abraham, ou même ceux qui ne sont pas insérés dans les accords d'Abraham, avoir autre chose que des mots de vague condamnation. Mais ils savaient très bien que Israël d'abord était dans son droit de se défendre et que par ailleurs le Hamas utilisait la population palestinienne comme bouclier humain. Et donc ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'aucun pays arabe ne s'en est occupé, à part bien sûr toujours le même axe, l'Algérie, l'Iran, la Turquie et toute cette clique. Merci à tous les quatre pour vos Vous savez très bien qu'ils s'en foutent de ça. Ce débat Ce sur sont des la lâches. Judée-Samarie. 25 ans après l'affaire Al-Dura étant une du dernier numéro de l'excellent Causeur. Pourquoi un tel choix éditorial? Interview du tac au tac avec Elisabeth Lévy, directeur de la rédaction de ce magazine qui n'a pas fini de faire causer. Bonsoir Elisabeth Lévy, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Je précise pour Bonsoir éviter... et merci de m'appeler directeur, ça me va droit au cœur. Je précise pour éviter les procès de personnalités que nous savons, vous et moi, très procédurières, que vos réponses vous appartiennent et n'engagent pas évidemment la rédaction d'i24 News. Elisabeth, une fois vous savez, je ne crois pas que même dans tout ce numéro de Causeur, ces personnes éventuellement malentendantes dont vous parlez trouveraient de quoi nous attaquer parce que on parle de faits et pour le reste, on pose des questions qui sont légitimes à partir de ces faits. Une fois ces mots prononcés, évidemment, je dois vous faire une confidence, Elisabeth Lévy. Dès qu'un membre de ma famille ou un ami voyage de France en Israël, je lui demande de m'acheter plusieurs magazines, dont Causeur. Il y a aussi SoFoot, mais ça, c'est autre chose. Vous imaginez bien qu'avec une telle une, je vais solliciter tous mes contacts. Pourquoi vous avez choisi de titrer sur l'affaire Al-Dura? Alors, d'abord, vous savez, derrière les décisions éditoriales, il y a parfois une pure suite de hasard. Il se trouve, d'abord, c'est les 25 ans, effectivement. Et comme vous le savez, il y a une commission d'enquête, une commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Donc, comme ça concerne France Télévisions, c'est un bon moment. Et il se trouve que j'ai croisé Philippe Carcenti, je ne sais plus où, on en a parlé, et est venue l'idée de revenir sur cette affaire 25 ans après. Donc ça, c'est un peu, comment dire, c'est le côté circonstanciel. L'autre raison, c'est que moi, je suis très prudente et très raisonnable sur ce sujet. La seule chose qu'on peut savoir, après toutes les polémiques qu'il y a eu, c'est que France Télé n'a jamais produit les images de la mort de cet enfant, que beaucoup de doutes existent au sujet de ce reportage, qui pourrait être purement du pilou. Et France 2 aurait pu se faire cesser tous les doutes en produisant des rushs si elle avait eu ces images. Elle ne l'a jamais fait. Pour le reste, on ne dit pas ce qui s'est passé. J'ai mis une hypothèse qui est que Charles Anderlin, que je ne crois pas malhonnête sur cette affaire, s'est fait avoir par son caméraman et qu'après,
étant entraîné lui-même, il n'a pas voulu écouter les questions qui étaient posées. Mais je ne crois pas, je crois pas qu'il y ait eu une décision de monter un bidonnage. On sait ce que nous appelons Pallywood, c'est-à-dire il se passe des choses tout à fait terribles, réelles, dans les territoires palestiniens, mais Pallywood, c'est une espèce de communication victimaire et surtout avec des bidonnages. Et il y a beaucoup de raisons de penser que ce reportage en fait partie. Et je termine, en disant, mais vous m'arrêtez parce que je suis bavarde. Donc, allez-y. Je termine en disant que pourquoi s'intéresser encore à cette vieille affaire ? Ça, je peux comprendre cette question. Eh bien, parce que, dans le fond, à l'époque contemporaine, Al-Doura, c'est le premier moment où se réactive le mythe du juif tueur d'enfants. Le mythe du meurtre rituel. Cette image fait le tour du monde, elle est devenue une icône. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mise en une, parce que beaucoup de gens ont oublié le nom d'Al-Doura, mais quand ils voient cette image, effectivement, pour eux, c'est le symbole de la barbarie israélo-juive, pour faire court, et du fait que les Juifs tuent des enfants. Et comme on a vu la réactivation de ce mythe, je finis juste, à Gaza, si vous voulez, voilà, ça nous a paru une bonne idée. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée ? Et si, très bonne idée. D'ailleurs, cette affaire, pour le coup, 25 ans après, on peut mesurer aujourd'hui le mal qu'elle a fait tout de même aux Français de confession juive sur les 25 dernières années. Alors, elle a fait, je ne sais pas si c'est aux Français de confession juive, si vous voulez. D'abord, elle a fait du mal à tous les gens qui aiment la vérité. Mais cette plaie, elle est toujours ouverte. Cette plaie, elle est toujours ouverte. Elle a fait du mal. Quand je vous dis, par exemple, c'est une chose que Karsanti, qui s'est beaucoup intéressé à cette affaire, citait souvent, qui était que Daniel Pearl, par exemple, quand Daniel Pearl est égorgé, il y a derrière lui cette image iconique d'Al-Doura. C'est ça que c'est. Alors, c'est pas spécifiquement aux Juifs français. Je crois que ça fait du mal aux Juifs dans le monde entier, en fait. C'est pas drôle, mais c'est pas une affaire seulement française. C'est une image planétaire. Et Elisabeth Lévy, au-delà de ce dossier, donc que j'invite nos téléspectateurs à découvrir sur l'affaire Al-Doura, on va parler aussi de l'actualité. Il y a un autre dossier que vous traitez dans le dernier numéro de Causeur, qui est consacré à la situation en Iran. Encore une bonne raison de se précipiter en librairie. Oui, vous avez raison. Et là, il faut dire, d'abord, je fais évidemment comme tout le monde. Si vous voulez, c'est très facile. Quand on regarde l'actualité de son canapé, c'est facile. Comme tout le monde, j'ai eu un espoir que cette fois-ci, c'était la bonne. Il semblerait que non. Et là, je dois dire, j'en veux un peu aux Américains, même beaucoup aux Américains, et quand même un peu aux monarchistes qui, me semble-t-il, ont quand même poussé les gens à descendre dans la rue, à se faire tuer, alors que derrière, rien n'était prêt, si vous voulez. On les a encore un peu laissés tomber, je dois dire. Alors, je comprends bien qu'on va pas établir la démocratie par les armes, etc., mais c'est pas très géopolitique ce que je vais vous dire. Mais là, vous avez des gens qui n'attendent pas. Ils se battent eux-mêmes pour leur liberté. Donc, ça fait... c'est vraiment, je trouve, un crève-cœur, ce qui se passe en Iran. Et je trouve que les Américains ne s'honorent pas beaucoup. Et après... Allez-y, pardon. Barbara Lefebvre, à Paris, peut-être que vous souhaitiez réagir sur la une, sur l'affaire Al-Doura ? Oui, d'abord, je remercie Elisabeth Lévy et Causeur de reparler de ce sujet parce que c'est une parenthèse qui n'a jamais été fermée. France Télévisions doit la vérité à son public, car son public, c'est le contribuable qui paye. Et France Télévisions nous coûte cher. Et donc, normalement, le service public, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est une certaine idée de la profession et de l'intégrité du métier de journaliste. Et c'est fort regrettable que, effectivement, cette histoire ait été enterrée. Et je voudrais saluer le travail là-dessus de Causeur. Et je voudrais aussi évoquer quelqu'un qui a aussi travaillé sur ce sujet et qui, en 2003, avait fait un documentaire déjà remarquable qui avait décrypté toutes ces manipulations. C'est Jacques Tarnero avec Décryptage. Jacques Tarnero a été quelqu'un qui a énormément travaillé. Et il l'a payé lui aussi, comme Georges Bensoussan et comme tant d'autres, de sa carrière, puisqu'il a été mis à l'écart, ce qui n'a pas été le cas de Charles Anderlin, qui, je crois, a continué à faire une belle carrière. Alors justement, je voudrais vous... D'abord, merci. Si Elisabeth vous me permettez, Lévy, en une minute, après c'est alors, je cite aussi, permettez-moi, le nom du regretté Luc Rosenzweig, qui a fait partie des journalistes qui se sont aussi acharnés sur cette affaire. Et là où Barbara a raison, c'est qu'elle met le point
sur un aspect de l'affaire qui est l'aspect médiatique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette affaire, on a vu le parti des médias, mais alors avec toutes les sommités de la profession, hein, c'était pas le petit peuple. Le parti des médias s'est dressé comme un seul homme. Il y a eu une pétition autour de Charles Anderlin, qui, encore une fois, moi, je voulais pas... il ne s'agit pas d'agresser Charles Anderlin, il s'agit de dire qu'il est faillible comme tout le monde et que ce reportage a fait beaucoup de mal. Mais ça a été, et encore aujourd'hui, Barbara, je sens, j'ai reçu des messages, je sens une résistance absolument terrible à ressortir ce dossier. Et vous avez raison, c'est aussi une question médiatique. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy, d'avoir accepté notre invitation dans Sens Débat. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite sur i24 News. Restez avec nous. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrata Zorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment ? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde ? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. Découvrez notre nouvelle application de vidéo à la demande. Tous nos programmes, articles, discussions et commentaires à portée de télécommande à tout moment. Évidemment, l'accès est libre et sans abonnement.
Alors n'attendez plus, téléchargez dès maintenant notre application de vidéo à la demande i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Rost, Barbara Lefebvre, Samuel Lévy et David Benichai. Passons tout de suite au tour de l'info. Barbara Lefebvre, je commence avec vous un article de nos confrères du Parisien. Olivier Faure prend position. Le premier secrétaire du Parti socialiste a affirmé dimanche qu'il n'était pas juste, notamment politiquement, de classer la France insoumise à l'extrême gauche et à attaquer ceux qui cherchaient à dédiaboliser l'extrême droite pour transmettre le mistigris à la gauche radicale. Une réaction, Barbara Lefebvre ? Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est au courant que M. Faure est le toutou de Mélenchon. Alors, il est suffisamment habile pour embobiner M. Lecornu, qui ne demande que ça d'ailleurs, parce que c'est le seul moyen de rester assis sur sa chaise. Donc, M. Lecornu est prêt à se mettre à genoux devant Olivier Faure. Et Olivier Faure, tout en même temps, déclare régulièrement sa flamme à Jean-Luc Mélenchon. Alors parfois, il fait semblant de se boucher le nez, mais enfin, on a vu pendant la guerre à Gaza qu'il était pas si loin que ça de Rima Hassan, monsieur Olivier Faure. Non, je pense que c'est vraiment une honte pour le Parti socialiste d'être dirigé par un tel secrétaire général. Enfin, vraiment, c'est calamiteux. Mais le Parti socialiste, par son habileté, par aussi ses réseaux, quand on voit aujourd'hui combien des Moscovici, des Jack Lang, des Najat Vallaud-Belkacem continuent à vivre sur le dos de la bête, c'est-à-dire la République, bonne mère, et derrière les Français qui payent leurs impôts. Eh bien, écoutez, pourquoi est-ce que les socialistes ne continueraient pas à agir comme ils agissent ? Donc oui, bien sûr, et ne vous inquiétez pas, 2026, ils vont régulièrement s'acoquiner avec des LFistes sur certaines municipalités, mais surtout, en 2027, Monsieur Faure sera ravi de pouvoir se rallier avec joie aux côtés de Rima Hassan, de Manuel Bompard et de Louis Boyard et de Jean-Luc Mélenchon. Il n'a aucune colonne vertébrale. La seule colonne vertébrale qu'il a, c'est garder ses privilèges de nanti du Parti socialiste. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. David Benichai, une information assez récente. Deux terroristes israéliens déchus de leur nationalité et expulsés à Gaza, une première dans l'histoire, a annoncé aujourd'hui Benyamin Netanyahou. L'un d'eux était accusé d'une série d'attaques armées contre des soldats de Tsahal et des citoyens israéliens en 2021. Libéré de prison en 2024, il sera immédiatement expulsé. L'autre a été condamné à 16 ans de prison pour une attaque au couteau en 2016 et devrait être libéré en 2034, date à laquelle il sera expulsé. Un commentaire, David Benichai, sur cette déchéance de nationalité israélienne pour les terroristes. On se souvient, à une certaine époque en France, c'était un débat qui avait agité l'Assemblée nationale et d'ailleurs le Parti socialiste. Une réaction ? Je comprends que ça fait partie de l'arsenal des peines et personnellement, j'y suis pas opposé. Je trouve que c'est, à partir du moment où on est confronté à des terroristes, il faut des peines et si celle-ci... La question est de savoir dans quelle mesure elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'on va envoyer des gens qui ont voulu commettre des attentats terroristes contre nos soldats et on les envoie à Gaza où s'organise actuellement, contrairement à ce que disait Baba tout à l'heure, il se trouve que le Hamas reprend des forces là-bas et pas seulement en Cisjordanie, mais là-bas et donc on va l'envoyer à Gaza où le Hamas est en train de justement de pas déposer les armes et de commencer à reprendre un peu le contrôle. Donc ils vont recruter un nouveau terroriste. Bon. Donc vous êtes d'accord avec Ben Gvir pour la peine de mort pour les terroristes ? Non, j'ai pas dit ça. Alors ? On n'a pas dit ça. Alors, on garde ici. Non, on a parlé de la déchéance de nationalité. Non, mais on le garde ici. Il commet des actes terroristes contre nous et vous dites on l'expulse, mais il va aussi être terroriste avec nous. Enfin, contre nous. Mais oui, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on en fait quoi ? Ça n'a rien à voir avec la peine de mort. Non, la peine de mort, j'ai pas de souci. Vous voulez faire la peine de mort ? Ok. Mais moi, je suis les terroristes arabes et les terroristes juifs. On en fait quoi ? Tout le monde au même niveau. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la coexistence n'existe pas. Vous comprenez que la coexistence, c'est une douche chimère qu'on essaie de nous vendre, que Ross peut-être et ses amis pensent à ça. Moi, j'ai pas de problème avec la coexistence. Je travaille avec les Arabes, dans plein de villages arabes. J'ai aucun problème avec la coexistence. Que ce n'est pas possible. Ça fait 75 ans qu'on a cet État, ça fait 75 ans que tous les jours on a des actes. On avance.
antisémites et terroristes. Rost, c'est pour vous cette information. Encore un article de nos confrères du Parisien. Laurent Nunez a saisi lundi la justice après la publication sur le réseau social X de 2 messages, dont l'un de l'idéologue d'extrême droite Alain Soral, dénonçant une mafia juive au travers de l'affaire Epstein, a appris l'AFP de sources proches du dossier. Le ministre de l'Intérieur a effectué un signalement auprès de la procureure de Paris. L'un des messages émanant du compte Alain Soral officiel et reprenant des thèses de milieux complotistes assurés, regardez, l'affaire Epstein nous démontre une chose très clairement, c'est qu'il existe au sommet du monde occidental une mafia juive suprémaciste et raciste, doublement délinquante sur le plan financier et sexuel. Osez dire le contraire. Est-ce que vous soutenez cette démarche de Laurent Nunez contre Alain Soral ? Non, mais moi, je m'en tape des déclarations d'Alain Soral. Ça le regarde. Moi, c'est pas à moi de commenter les déclarations d'un tel ou un tel. La seule chose, c'est que moi, je parle plutôt de la question des classes. On voit que dans cette affaire, il y a une classe dirigeante, une classe puissante qui a des comportements qui sont justes, mais il y a tellement de choses. Vous savez, moi, ce qui m'a percuté d'ailleurs dans ce dossier, je sais que vous, ça ne va pas vous plaire, Raphaël, puisque vous n'aimez pas que je parle de ça. Moi, j'ai vu passer certaines informations sur les uns et les autres, leurs histoires de pédophilie, etc., qui sont à des niveaux qu'on n'imagine même pas. À l'époque, quand certains en parlaient, on disait que c'était des complotistes. Mais on est en train de découvrir que la réalité dépasse même la fiction. Mais moi, j'ai halluciné sur le fait, vous savez, la guerre qui a été faite. Oui, je vous vois bouger vos yeux, mais bon, c'est pas grave. J'attends la suite. J'attends la suite. J'attends la suite. Non, mais c'est pas vous. Je parle pas de vous. Je vous parle pas de vous, mais vous, je sais que ça va vous déplaire. Mais je vois la commande qui a été faite par la baronne Rothschild pour détruire Dieudonné, et que dans la foulée, Manuel Valls a mis à exécution ce qui lui a été demandé pour le détruire complètement. Encore une fois, attendez, je termine juste. Encore une fois, première chose. Je ne suis pas en train de. Alors, s'il vous plaît, je termine. Allez-y. Je vous ai pas fini, d'accord. Vous avez tous parlé. J'ai pas réagi derrière vos paroles, d'accord. Bon, juste. Parce que souvent, quand je parle de Dieudonné dans cette émission, vous me dites que je suis en train de le dédouaner et que c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste que il y a parfois des faits qui sont, il y a des choses qui sont factuelles. Et nous, notre devoir, il est aussi à un moment donné d'arrêter d'être dans l'hypocrisie des uns des autres, dans le mensonge, dans la propagande des uns des autres et de dire les choses. Je vous dis que moi, il y a tellement de choses qui m'ont choqué dans ces révélations et c'est pas fini. Parce qu'on va voir. Là, j'ai vu que Yael Braun-Pivet refusait qu'il y ait une enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Qu'est-ce qu'elle a à se reprocher? Pourquoi il n'y aurait pas d'enquête parlementaire là-dessus? On veut savoir la vérité de qui est impliqué, dans quoi et comment. Donc, il faut qu'il y ait cette enquête pour que le peuple sache ce qui s'est réellement passé. Mais là, c'est la lutte des classes, c'est la guerre des puissants contre le peuple et contre les pauvres qui croient que ces gens-là sont là pour les défendre. On va faire réagir tout le monde. David Benichai. Non, je vais réagir à Rost sur du vécu. J'étais en 2000 à l'Université de Nanterre, j'y travaillais. On accueillait, là-bas, il y a des étudiants qui accueillaient Dieudonné. Et je peux vous dire que dans les couloirs, on attaquait les jeunes de l'UEGF, on traînait des nanas par les cheveux parce que Dieudonné arrivait à l'université. Je me suis battu pendant 4 ans dans l'université pour sortir ce mec qui était infâme. Donc en fait, pour moi, Anne de Rothschild qui crée Epstein avec Dieudonné, pour moi, ça n'a rien à voir. Dieudonné est une enflure. Il a créé. Moi, je vous parle d'un dossier concret. Là. Ouais, mais non, mais Dieudonné, c'est un antisémite qui a créé les conditions pour attaquer des jeunes dans les universités sur des propos antisémites absolument imbuvables et qui est le grand pote d'Alain Soral. Et donc moi, aujourd'hui, Rost, il faut traiter les choses. Ce qui a été dit là est purement de l'antisémitisme pourrave qui revient sur les bons vieux poncifs antisémites. Et c'est, de mon point de vue, pas acceptable. Et d'ailleurs, il faut revenir sur autre chose. C'est que aujourd'hui, les liens entre Alain Soral, Dieudonné et ces sphères-là sont beaucoup plus proches avec la France insoumise
ils se soutiennent mutuellement sur les réseaux sociaux et politiquement qu'avec le Rassemblement national et les partis classés à l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, Alain Soral, qui est d'ailleurs un ancien communiste et qui se revendique avec ses t-shirts de l'URSS, il est bien plus proche de David Guiraud, qui a été biberonné par ses vidéos pendant sa jeunesse, que de Marion Maréchal. Bien sûr, il le dit lui-même. Je ne sais pas comment on est passé de l'affaire Epstein jusqu'à Dieudonné, mais parce que... C'est pas grave, c'est très bien. Non, parce que c'est Anne de Rothschild qui aurait écrit à c'est le cheminement intellectuel de Ross, il faut le suivre. Moi, j'avais pas suivi. Moi, j'ai pas compris grand-chose dans son explication. Je vous parle de l'affaire Epstein, monsieur. Oui, je parlais de l'affaire Epstein. Oui, Anne de Rothschild, c'est quoi ton anecdotique? Et les révélations qu'il y a dedans. Allez-y. Enfin, j'allais vous dire sur quoi vous voulez que je rebondisse. Le fait de dire que c'est dégueulasse ce qu'on est en train de voir dans les médias et par rapport à tous ces gens-là qui l'ont côtoyé et qui ont fait ces choses avec lui. Ah oui, c'est dégueulasse. Malheureusement, c'est monstrueux même. Ouais, dégueulasse, c'est monstrueux. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs qu'est-ce qui se passe avec Ehud Barak et les liens avec Epstein. Ehud Barak, Epstein? Là, non. Non, si. Si vous avez rien à dire. Mais il y a beaucoup d'autres choses, non. Non, vous avez Ehud Barak, pour l'instant, il y a absolument rien. On n'en a pas dans l'émission. Il n'y a rien qui va dans ce sens. Il va juste chez lui cacher jusqu'à là, mais il n'y a rien. Woody Allen aussi, alors on va avoir Woody Allen, on va avoir tout le monde là, on va y aller. Non, mais Barbara Lefebvre. Il y a des choses, il ne faut pas exagérer. Barbara Lefebvre. C'est très bien qu'on parle de Mossad, il y a beaucoup de choses dont on parle autour d'Epstein quand même. D'accord. Oui, mais bon, il y a quand même Ehud Barak qui était comme ça. Barbara Lefebvre. Il faut. J'ai vu également que Rima Hassan s'attaquait à un journaliste du Parisien, d'ailleurs en activant comme d'habitude ses meutes, ses hordes sur les réseaux sociaux. Le journaliste s'appelle Robin Corda. Et elle a accusé d'évoquer la piste russe dans un article consacré à l'affaire Epstein. Et elle cite, et je cite Rima Hassan, pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. Et depuis, il a subi un cyberharcèlement absolument abject. On vous écoute. L'affaire Epstein va être l'occasion de toute façon d'un déferlement de calomnies antisémites. Bon, bah ça, je veux dire, ça tombe sous le sens quand vous avez la brochette Epstein, Woody Allen et tout ce qui s'ensuit. Bon, après, on voit aussi tellement d'autres personnages qui n'ont rien à voir avec la communauté juive qui tournaient autour d'Epstein. Donc ça, n'est pas la question. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que toute cette petite troupe de gauche, comme les Soral, les Rima Hassan, qui s'occupent et qui tout d'un coup... Il faut savoir s'il est d'extrême droite ou il est de gauche. La question de la morale, sur la question de la pédophilie. Au même moment, en France, il y a un ancien militant de la France insoumise, militant LGBT, qui s'appelle Pierre-Alain Cotineau, qui a commis des actes de pédophilie d'une gravité sans commune mesure, puisqu'il organisait des orgies pédophiles avec des enfants handicapés de moins de 5 ans. Et ça, vous voyez, dans les médias en France, on en parle un petit peu, mais on n'en parle pas autant que l'affaire Epstein, où on peut mettre une photo avec Woody Allen, une photo avec Donald Trump, une photo avec Bill Clinton. Ça, c'est plus intéressant, c'est plus bling-bling. Alors qu'en France, vous avez un taux de pédocriminels qui est explosif, et que vous avez une affaire à la fois politique et qui, précisément, résonne beaucoup à gauche, qui est l'affaire de monsieur Pierre-Alain Cotineau, que la justice est sur lui, et il est en détention provisoire. Mais on n'entend pas Madame Rima Hassan sur Pierre-Alain Cotineau. La pédophilie, c'est tout le monde dans la société. On l'entend sur monsieur Epstein, alors que monsieur Epstein... pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'incrimination concernant des activités pédophiles avec les personnalités françaises. Les personnalités françaises, c'est surtout qu'elles sont venues se pavaner pour se promener en limousine comme monsieur Jack Lang et monsieur X et Y qui sont surtout venus pour visiter son appartement de l'avenue Foch. C'était surtout le fric et le bling-bling. La plupart des gens qui sont dans l'affaire Epstein, c'est pas des gens de gauche. C'est pour dire que parce que c'est très facile de faire croire que ce sont des gens de gauche. Non, en permanence, la grande majorité, c'est pas des gens de gauche. Entendre en permanence Epstein le pédocriminel, Epstein le pédocriminel. Moi, j'aimerais qu'on s'occupe des pédocriminels que nous avons en France, comme monsieur Cotineau et tant d'autres, qui aujourd'hui maltraitent des enfants vivants en France aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Et le silence des médias là-dessus est tragique et coupable. Samuel Lévy, très rapidement. L'armée indonésienne prépare jusqu'à 8000 soldats pour une éventuelle mission de maintien de la paix à Gaza, soulignant ainsi la volonté du président indonésien de voir le plus grand pays musulman du monde jouer un rôle plus important dans la sécurité internationale. Une réaction rapidement sur ça? Je crois que le président indonésien, il me semble qu'il a eu un discours très franc, justement, très chaleureux vis-à-vis d'Israël lors de la dernière assemblée de l'ONU. Donc, écoutez, si c'est des pays qui sont plus, on va dire, plus enclins envers Israël, qui sont prêts à assurer la sécurité... Plus d'Indonésie, moins de Turquie? Ça, c'est sûr. En tout cas. Pas de Turquie. Pas de Turquie. Non, pas de Turquie. Le ministre des Finances et chef du parti sioniste religieux Bezalel Smotrich a déclaré dans une interview qu'Israël ne pouvait pas tolérer le maintien en place du régime iranien actuel.
Le régime iranien est un régime de terreur. Il déclare ouvertement vouloir détruire l'État d'Israël et joint le geste à la parole en produisant des armes conventionnelles et non conventionnelles et en érigeant un cordon de feu autour de nous. C'est inacceptable. Soit il nous détruit, soit nous le détruisons. Cette déclaration a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé 7 questions aux débatteurs. Est-ce que seule la destruction du régime iranien apportera la paix au Moyen-Orient? Barbara Lefebvre a répondu oui et Rost a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 58, face à face numéro 2, c'est parti. Barbara, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rost, vous enchaînez juste après, 1 minute également. Tout le monde est prêt? Barbara, c'est à vous. Bon, déjà, on n'avait pas besoin de M. Smotrich pour nous faire cette analyse. Le peuple iranien, à près de 80%, hurle tous les jours sa colère contre ce régime tyrannique et totalitaire qui l'étouffe depuis 47 ans, qui vient de commettre un des massacres les plus terribles depuis la Seconde Guerre mondiale parce que on suppose plus de 35 000 morts en 3 jours. C'est vraiment quelque chose d'absolument monstrueux. Mais pour autant, cette tête de la pieuvre, oui, en effet, il va falloir s'en débarrasser, mais on ne pourra pas s'en débarrasser en arrosant l'Iran, un pays grand comme 3 fois et demi la France et peuplé de plus de 93 millions d'habitants. C'est pas en bombardant l'Iran qu'on fera tomber le régime. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est mépriser les Américains, les Israéliens, les Saoudiens et toutes les autorités régionales. Ils sont en train de préparer la chute du régime d'une façon ou d'une autre. Peut-être d'ailleurs en préparant la possibilité de sortie de quelques caciques du régime, de quelques pasdaran qui iront vivre de leurs milliards de dollars qu'ils ont complètement volés aux Iraniens. Si c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire leur garantir qu'ils puissent aller s'installer au fin fond de la Sibérie ou de la Corée du Nord, il n'y a pas de problème. Mais il faut libérer l'Iran d'une façon ou d'une autre et rendre au peuple iranien sa voix. Rose, vous avez 60 secondes, un peu plus pour équilibrer avec Barbara, c'est à vous. Alors, je reprends sur ces derniers mots, rendre sa liberté au peuple iranien, évidemment que nous tous, nous sommes pour. Mais nous savons tous aussi que toutes les destructions des pays alentours n'ont jamais produit de résultats probants. On a détruit l'Irak, on a tué des milliers, des centaines de milliers de personnes. Pourquoi au final? Pour rien du tout, pour semer le chaos. On sait que tous les pays d'ailleurs de la région sont opposés à ça, tout simplement parce qu'ils savent que ça va être la déstabilisation de la région. On a vu l'infiltration absolue, d'ailleurs je ne sais même pas comment ils ont réussi à se laisser autant berner, l'infiltration de toutes les sphères de la société iranienne par le Mossad depuis très longtemps et avec les conséquences que ça peut aussi produire dans la déstabilisation du pays. Donc on voit que la Libye, aujourd'hui, c'est le pays qui va fournir le plus de terroristes dans l'avenir, et alors qu'il y avait un régime qui était stable et qu'on a détruit, pour quel intérêt au final? Donc si c'est ce qu'on veut faire en Iran aussi, qu'ils y aillent. Gardons Kadhafi, gardons Khomeini, gardons Kim Jong-un, super, c'est génial. David, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Barbara ou Ross? Non, c'est mieux ce qui se passe là, avec les millions de morts qu'il y a. Il n'y a pas de millions de morts. Allez, David, qui tue. C'est le régime qui tue ses propres. Vous n'y vivez pas. N'importe quoi. Vous n'y vivez pas. Allez en Libye et revenez me dire. Le régime, la Libye n'est pas l'Iran. L'Iran est un grand pays, une grande patrie. Vous racontez n'importe quoi. L'Irak était un pays complètement artificiel. L'Irak est un pays qui a été créé par les Anglais, les Français, pendant la période coloniale. C'est la paix, là. C'est la paix. Mais vous confondez tout parce que vous n'avez La Libye, c'est pareil. Vous n'avez aucune connaissance géostratégique et historique. Parce que vous savez mieux, vous. L'Iran, c'est la Perse. Oui, je connais un peu l'histoire. Moi aussi, je connais l'histoire. Vous connaissez rien. Vous ne pas me mettre à hurler, là. Vous connaissez rien à l'Iran. L'Iran, c'est une nation, c'est une civilisation iranienne. L'Irak, c'est une construction. Barbara, est-ce que vous pouvez laisser parler? Est-ce qu'on peut parler? Ça n'a jamais emmené la paix. Est-ce qu'on peut en placer une? Est-ce qu'on peut en parler? Allez, David. Je rejoins évidemment le propos de Barbara, mais il y a une chose que je veux rappeler qui me paraît, moi, extrêmement importante, c'est que, je suis d'accord sur un point, on ne peut pas faire tomber un régime uniquement avec les armes. Et la grande question à laquelle je n'ai pas de réponse, si Barbara, là, c'est super, moi, je pense qu'il y a beaucoup de stratèges. C'est pas ce qu'elle a dit, hein. Si, c'est exactement ce que j'ai dit. Si vous êtes incapable d'écouter, c'est exactement ce que j'ai dit. Il y a un problème de compréhension. Hein. Donc, le régime doit tomber. Maintenant, la question est de savoir, c'est là où moi, je n'ai pas la connaissance, je ne suis pas un grand stratège, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais il faut qu'il y ait une infrastructure pour tenir le régime. On ne peut pas juste
tout balancer. Évidemment. Il y a une infrastructure, il y a un régime. Et donc la question, c'est Bien est-ce sûr. qu'il existe aujourd'hui dans le courant réformateur, est-ce qu'il existe une base qui peut constituer le relais le Shah et d'Iran. dégager? Non, mais le Shah d'Iran. Shah. Mais c'est pas le Shah d'Iran. C'est un symbole. Mais non, oui, mais c'est un symbole. C'est un symbole qui peut faire la transition. Quand tu as 93 millions d'habitants, Mais quand il peut tu faire la as des transition. universités, quand tu as des... là-bas. Il peut mais faire peu la importe. transition. Mais la question, c'est pas ça. C'est un Les symbole. Iraniens n'en veulent pas. D'où vous Pour savez que les Mais c'est Américains pas et ça. les Israéliens aient autant d'informations, D'où pour vous que le savez les qu'ils veulent Israéliens et les Américains aient autant d'informations depuis plus de 10 ans, c'est que même sans doute, parmi les gardiens de la Révolution, il y a des gens qui sont déjà des agents pour le évidemment. changement de Qui vont régime. fonctionner. On Donc a il besoin de faut ça. absolument Évidemment. continuer à laisser les Américains travailler. C'est comme si, imaginez-vous demain, comment on pourrait détruire la Corée du Nord? C'est pas en jetant des bombes. Des régimes comme ça, qui sont des régimes totalitaires, comme on en a presque pas connus dans l'histoire du XXe siècle, ça va être très difficile de les miner de l'intérieur. Et il faut laisser du temps. Et les gens qui aujourd'hui disent « Oh, les Américains sont nuls, ils viennent pas », mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont pas jeter des bombes n'importe comment. Bah, On ils n'est vont plus en m'agresser alors que je disais la même 1944. chose. Donc, je Non, comprends non, votre c'est position. pas du tout ce que j'ai dit, mais c'est parce que vous Samuel. écoutez Ah bon, pas, c'est tout. Samuel, l'ingénieure iranienne Fatimeh Robiol, qui est invitée souvent sur cette chaîne, elle habite en France, elle a exercé en Iran, elle a fui le régime. Elle a déclaré plus tôt aujourd'hui sur cette antenne, négocier uniquement sur le nucléaire avec l'Iran est une dangereuse illusion. Les Iraniens mentent depuis des décennies. Enfin, le régime iranien ment depuis des décennies. Comment lui donner tort? Mais justement, c'est-à-dire que les négociations en cours là, sur le nucléaire sont totalement à côté pour l'instant de drames humains qui se passent avec les civils iraniens. Mais bien sûr, c'est ce que disait tout à l'heure. Mais de toute façon, ils ne renonceront pas au nucléaire. Notre amie Elisabeth Lévy. Ils ne renonceront pas au nucléaire. Deuxièmement, il y a un problème aussi avec les missiles balistiques, parce que la portée des missiles balistiques qu'ils peuvent envoyer jusqu'en Israël en quelques minutes, ça c'est aussi un vrai problème. Et puis, il y a, on va revenir là-dessus sur tout le régime, la corruption, les meurtres. Enfin, on l'a vu, quand un régime est capable de tuer 30 000 personnes, je reprends les chiffres qui ont été cités dans la presse, son propre peuple, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme crédit ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme crédit ? Ça fait des années qu'ils nous disent qu'ils souhaitent qu'une chose, c'est détruire Israël. Et en plus, nous, on devrait attendre et être attentifs et dire, venez, on se laisse détruire. Mais non, il faut agir. Netanyahou, Trump, ils se rencontrent dans les prochaines heures. On imagine évidemment que l'Iran sera au menu des discussions. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, David Benishaïl, au mot de la fin ? Non, je pense qu'effectivement, il va avoir un échange. Je ne sais pas si Trump va attaquer. Je ne sais pas quelles vont être les modalités. Il y a une chose qui est venue faire Netanyahou, c'est de dire, voilà les points sur lesquels, de notre point de vue, c'est des lignes rouges. Voilà, c'est ce qu'on sait. Maintenant, ce qu'ils vont faire, j'en sais rien. Merci à tous pour ce débat sur le nucléaire iranien et cette paix tant espérée au Moyen-Orient. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal. Et vous allez voir, il n'est pas dans son appartement. Salam les Roya, salam Raphaël. Écoute, là je suis en plein date avec une fille. Je lui ai dit est-ce qu'on peut faire une pause d'1 minute 30 s'il te plaît, je dois faire des blagues pour Raphaël. Elle m'a dit oui, mais c'est fini. Du coup, j'ai dû faire un choix entre les doigts. Évidemment, t'as la réponse Raphaël. Allez, et là je suis pas à Rosny-sous-Bois dans mon fauteuil. Là je suis dans un lit à Tagazout au Maroc. Voilà, mes potes ils m'ont mis un lit en extérieur parce que je ronfle. Sinon là je suis à un mariage juif marocain. Alors juif, je maîtrise. Marocain, pas du tout. Pas du tout. Hier c'était le Henné. Je connaissais zéro musique marocaine. Voilà, moi je suis tunisien. Je connais Dana Dana. Eux c'est Tipalipachi, Tipalipaté. Voilà, et c'est les mêmes paroles tout au long du Henné. Mais c'est incroyable cette musique. J'ai tapé sur Spotify Tipalipachi, Tipalipaté. J'ai pas trouvé. Dommage. Bon, du coup hier j'ai pas dansé, je suis dégoûté. Moi je danse mieux que Bambi à Danser avec les stars, pour ceux qui savent pas. Du coup hier j'ai juste mangé du couscous. Voilà, au buffet couscous poisson, en plat couscous légumes et en dessert couscous au beurre. Voilà, parce que le couscous au Maroc c'est comme Julien Assal, on en mange tous les jours mais on s'en lâche jamais. Du coup ce midi j'ai pris une pizza pour changer. À la fin j'avais commandé une pizza mais ils m'ont amené Franprix carrément. Voilà, il y avait de la negatividad, la mozzarella, de l'aubergine, du saumon, pesto, oignon, courgettes, thon, tomates, concombre, couscous, bref. En France, t'as 4 fromages. Au Maroc, c'est la 12 légumes. Voilà. Et en dessert, j'ai mangé un fécasse. Voilà, c'est un gâteau sec. Il porte bien son nom. Voilà, je l'ai encore dans la bouche. Pourtant, j'ai mangé il y a 1 heure. Et donc, après manger cet après-midi, on a fait du quad avec un guide qui a sûrement dû avoir 3 en course d'orientation au bac. Voilà, puisque cette vidéo n'a failli ne jamais avoir lieu. On avait pris pour 1 heure de quad à Agadir. À un moment, on était plus proche de Barcelone que d'Agadir. Voilà. Du coup, on a mis le guide à l'arrière et on l'a ramené au mariage. D'ailleurs, il danse avec ma sœur là. Et pour finir, là, je voulais aller au spa, mais je sais pas, j'ose pas. Pourtant, j'ose pas rarement, mais là, je voulais aller au spa, mais j'ose pas. Bon, c'est pas grave. Allez, à demain, Raph. Ainsi s'achève cette émission. Évidemment, on souhaite un grand Mazel Tov aux mariés. Samuel Lévy,
Ça vous a plu cette carte blanche? Ouais, bien sûr, il est très très drôle et vraiment j'apprécie beaucoup à chaque fois. David? Oui, ça m'a fait bien marrer. Oui. Malgré que je suis marocain, en plus je suis d'origine marocaine, mais bon, ça va. Si vous êtes d'origine marocaine, c'est de l'humour. Vous connaissez la chanson? Oui, tipalipati, palipati, palipater. David Bédichal. Je ne sais pas si ma maman me regarde, mais là, elle doit. Moi, je fais partie des Algériens qui sont un peu les Ashkénazes du Maghreb, donc j'ai un peu de mal avec. Vous n'êtes pas trop tipalipati. Pas trop, mais. J'ai un ami Gad qui connaît bien la chanson. Mais j'ai de la tendresse. Oui, mais moi, j'ai de la tendresse. Allez-y, Barbara. Mais moi, je suis Tunisie. Ouais. Moi, je suis Tunisie et franchement, la pkeila au mariage, c'est top quand même. Hein. La pkeila, c'est incroyable. Moi, c'est un de mes plats préférés. Je suis tunisienne, je ne savais pas. Fini. Ah bah voilà, c'est un scoop. C'est un scoop, Barbara. Voilà. Que vous êtes d'origine tunisienne. Moi aussi, ma mère est d'origine tunisienne. Voilà, ça nous fait un point commun et j'adore. Sfax. C'est pas la Tunisie, c'est Sfax. C'est Sfax. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Pardon. Pardon. C'est l'élite. Exactement, c'est l'élite. C'est comme vous savez, les gens qui habitaient dans la banlieue de Tunis et ceux de Tunis, ils disent non, moi je suis de Tunisville, je ne suis pas de la banlieue de Tunis. Attention, je suis de Tunisville. Et la goulette aussi. De la goulette, exactement. Bon, on vous embrasse tous. Mazal Tov aux mariés. Palipati. Allez, bonne soirée à tous sur A24 News.